Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Ce soir, le continent africain est une destination de choix pour les investissements. Un appel du président Alassane Ouattara lors d'un panel sur l'industrialisation à Séoul, en Corée. Le chef de l'État a mis l'accent sur les nombreuses opportunités d'affaires. En Côte d'Ivoire, les hommes d'affaires coréens exhortaient justement à investir dans plusieurs domaines porteurs. C'est un soulagement pour les villages du littoral qui étaient menacés par l'érosion côtière. Le bout du tunnel, dans 11 mois, le Premier ministre Robert Begré-Mombe a procédé au lancement des travaux de construction de l'ouvrage de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou, un chantier financé par la Banque mondiale. Plus de 5 000 milliards de francs CFA d'investissement prévus d'ici à 2030 dans le secteur de l'électricité, une annonce faite par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Il était l'invité de la tribune Les Rendez-vous du gouvernement. Mamadou Sangafowa Koulibaly précise que des actions sont en cours, notamment l'accélération de l'exploitation du gaz. Les Pays-Bas ouvrent le bal des élections européennes. Ils ont voté ce jeudi 6 juin pour élire le eurodéputé. 21 des 27 États membres votent le dimanche 9 juin. Certains ont choisi d'autres dates. Allons à Séoul pour le sommet Corée-Afrique. Le président de la République s'est prononcé au cours d'un panel sur l'industrialisation et la promotion des investissements. Alassane Ouattara a souligné la croissance dans l'ensemble des économies, une bonne santé économique avec des secteurs à fort potentiel d'investissement comme en Côte d'Ivoire. Les hommes d'affaires invités justement à y investir. Viviane Haïmé. Intervenant à l'occasion du panel sur l'industrialisation et la promotion des investissements organisé dans le cadre du sommet des affaires Corée-Afrique à Séoul, le président de la République Alassane Ouattara a insisté sur l'exceptionnel potentiel économique et humain de l'Afrique, ainsi que sur la bonne tenue d'ensemble des économies des pays africains et leurs perspectives de croissance. Que l'Afrique regorge en abondance de minéraux tels que le manganèse, le platine, le chrome, le coltan, le lithium, l'uranium, qui contribuent au progrès technologique, à l'innovation et à la transition énergétique. De même, l'Afrique produit d'énormes quantités de pétrole et de gaz et de matières premières agricoles telles que le cacao, le café, l'anacarde, l'EVA et j'en passe. Les entreprises coréennes, reconnues pour leur savoir-faire et leur compétitivité, sont encouragés à saisir toutes les opportunités qu'offre l'Afrique, notamment en ce qui concerne la transformation sur place des matières premières et les investissements dans les secteurs clés des énergies renouvelables et des infrastructures structurantes. Dans la plupart des pays africains, d'importants efforts ont été faits pour améliorer la gouvernance économique et mettre en place un cadre macroéconomique adéquat et rassurant pour les investisseurs. Enfin, je voudrais insister pour dire que l'environnement des affaires en Afrique, y compris le cadre juridique et les incitations fiscales et non fiscales, devraient susciter un engouement. La Côte d'Ivoire, mon pays, est parmi les 10 premières économies du continent africain. Il est le premier producteur et broyeur mondial de cacao et le premier producteur et troisième transformateur au monde de noix de cajou. La Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique subsaharienne depuis plus de 10 ans. L'activité économique est restée robuste, avec un taux de croissance de 6,5% en 2023 et des perspectives de croissance de 7% par an entre 2024 et 2027. Je voudrais donc encourager les investisseurs coréens à venir en Côte d'Ivoire, où ils bénéficieront d'infrastructures de qualité, un vaste marché de consommation qui comprend non seulement la Côte d'Ivoire, mais les 8 pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Cela représente 140 millions d'habitants
d'un environnement des affaires attractif et d'un climat socio-politique stable et apaisé. Ouvert le mardi 4 juin, ce premier sommet des affaires Corée-Afrique a pris fin ce mercredi 5 juin par la signature du protocole d'entente du Comité économique Corée-Afrique. Et voici le fruit d'une bonne entente entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé était dans la région des Grands Ponts ce matin. Le chef du gouvernement a procédé au lancement des travaux de construction de l'ouvrage de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou. Les travaux vont durer 11 mois. C'est un soulagement pour les villages du littoral qui étaient menacés par l'érosion côtière. Herman Guivet. Robert Begré-Mombé, le chef du gouvernement dans la région des Grands Ponts. Le Premier ministre est venu procéder au lancement des travaux de construction de l'ouvrage de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou. Accueil enthousiaste des populations de Grand Laou, de Brafédon et de Laou-Panda au Premier ministre. Depuis la fin des années 70, la ville historique de Grand Laou est menacée de disparition par l'érosion côtière. Ces travaux sont très attendus par les populations. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les travaux de stabilisation et de désensablement de l'embouchure auront un impact indéniable sur la vie des populations du littoral et celle de ceux qui vivent dans la commune et au-delà. Ce sont plus de 20 000 personnes qui verront leur habitat préservé. Je parle de Laou-Panda. Ce sont également les conditions de vie des acteurs du secteur de la pêche, principale activité économique de nos parents du littoral, qui se trouveront améliorés avec un accès plus facile à la mer et l'augmentation des flux migratoires des espèces halieutiques entre l'océan Atlantique et la lagune d'un côté et le Bandama. Partenaire financier du projet, la Banque mondiale. Chers parents de Grand Laou, je peux vous dire que la question de l'érosion côtière est un des éléments de priorité que le gouvernement a adapté et que nous, ses partenaires, on est déterminés à vous appuyer. Je vous promets qu'on viendra ici très souvent pour s'assurer que la société de Belgique puisse livrer les travaux à temps et qu'on puisse au moins passer à l'étape suivante où nous pouvons aller pêcher avec vous. Ces travaux seront réalisés sur une période de 11 mois par une entreprise belge choisie après une sélection rigoureuse des travaux de grande envergure. Les travaux de stabilisation du cordon sableux qui consisteront en la fermeture de l'embouchure actuelle et en la réouverture d'une embouchure nouvelle donneront un nouveau souffle à Grand Laou et sa région et constituera un vaste champ d'opportunités pour le développement d'activités économiques, halieutiques et touristiques. De plus, ces travaux permettront de reconstituer la biodiversité, de réhabiliter des mangroves, mais aussi d'améliorer l'environnement, contribuant ainsi au développement durable auquel Monsieur le Premier ministre vous êtes si attachés. C'est donc une réalisation à fort potentiel, à la fois humanitaire et sociale, mais aussi écologique, qu'il vous est donné de lancer. Monsieur le Premier ministre, votre présence à nos côtés à quelques jours de la célébration de la Journée mondiale des océans marque aussi la volonté du gouvernement de mettre en œuvre des actions vigoureuses en matière de protection des océans et des populations riveraines. L'Espagne et la Belgique, pays amis et frères de la Côte d'Ivoire, accompagnent le projet. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, ne manque pas de leur rendre hommage avant de délivrer aux populations de Grand Laou, Brafédon et Laou-Panda le message du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président Alassane m'a chargé de venir vous rassurer. Cette lagune que vous avez, c'est un trésor que Dieu vous a donné. À travers ce projet, l'ouvrage que le président Alassane va réaliser, Laou-Panda sera sauvé. Nous allons préserver la terre de Laou-Panda. C'est bon ou c'est pas bon? Si le président Alassane n'intervenait pas, Laou-Panda allait disparaître.
les berges lagunaires allaient disparaître. C'est pourquoi il m'a demandé de venir vous rassurer. Non seulement on va faire la première phase du projet, mais il y aura aussi la deuxième phase du projet. De sorte à ce que votre région devienne une grande richesse et une fierté pour la Côte d'Ivoire. C'est bon ou c'est pas bon? Après avoir reçu les explications relatives à la conduite de ces travaux s'inscrivant dans le cadre du projet Ouaka, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a procédé au premier coup de pelle marquant le démarrage des travaux de gros œuvres de l'embouchure de la Oupanda. Je vous invite à présent à suivre les réactions des chefs coutumiers de Brafédon et la Oupanda. Ils remercient le chef de l'État pour cet ouvrage qui vient leur redonner espoir. Vous allez les entendre, leur village était exposé à l'érosion côtière. C'est depuis 2014 par là que l'embouchure a commencé à se déplacer. Et là, ça a grignoté le littoral, c'est-à-dire le cordon littoral, ça a même pris des maisons. Tout cela nous a mis dans le désarroi. Et aujourd'hui, le Premier ministre est venu poser la première pierre. Ces travaux représentent un grand soulagement pour moi et ma population. Il n'y a pas de mots pour pouvoir remercier le président de la République. En tout cas, je sais qu'il va nous suivre pour que ces travaux puissent se réaliser et que ce soit le grand bonheur de la population de Brafédon et de toute la région. Nous prenons le nom du Seigneur pour remercier le chef de l'État. C'est un grand merci pour lui. Merci beaucoup pour ce qu'il nous offre. Que nos dieux qui sont toujours avec nous lui fassent beaucoup de bénédictions. Que le Seigneur le bénisse. Et des prières qui vont aussi accompagner cette découverte de classe mondiale dans les hydrocarbures, la mine et le développement de l'électricité. La Côte d'Ivoire veut tirer le meilleur profit de ses richesses. Le ministre Mamadou Sangafowa Koulibaly était l'invité de la tribune. Les rendez-vous du gouvernement, il a expliqué les perspectives de la politique nationale en la matière. On le voit avec Lanciné Bakayoko. De 2011 à 2023, sur le segment de l'électricité, le parc de production est passé de 1391 à 2907 MW, avec aujourd'hui près de 8000 localités électrifiées. Le taux de couverture du pays est passé de 33% à 88%, avec un objectif de 100% à l'horizon 2025, conformément à l'engagement du président de la République. Le taux d'accès à l'électricité est aujourd'hui de 97%. Le nombre d'abonnés est passé de 1,1 million à 4 millions au moment où je vous parle. Le temps moyen de coupure, qui était de 47 heures par an en 2011, est tombé à 29 heures par an en 2023. Il a fallu mobiliser 1700 milliards de francs CFA pour réaliser des investissements dans la production, le transport et la distribution d'électricité. Malgré ces progrès, la qualité de l'électricité reste fragilisée par la concentration des groupes de production dans le sud du pays et par le besoin d'investissement dans les lignes de transport, les ouvrages de distribution, les équipements de téléconduite et de protection. À ce niveau, les investissements publics et privés projetés à l'horizon 2030 sont estimés à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Les récentes découvertes de gaz naturel au large de nos côtes ouvrent des perspectives prometteuses pour le secteur de l'électricité de notre pays. En ce qui concerne les hydrocarbures, plus de 1200 milliards de francs CFA ont été investis dans la recherche pétrolière et 4513 milliards dans l'exploitation pétrolière. L'intensification des investissements a permis de faire des découvertes historiques. On estime le potentiel de ces nouveaux gisements à l'équivalent de 6 milliards de barils de pétrole brut. Au niveau de l'aval pétrolier, l'État a consenti d'importants efforts financiers afin de maintenir les prix des produits pétroliers à la consommation à des niveaux accessibles. Ces efforts se chiffrent à 843 milliards de francs CFA, rien que pour l'essence et le gasoil. Pour le gaz butane, le soutien de l'État
qui a bénéficié aux ménages s'élève à 417 milliards de francs CFA à fin mai 2024. Au niveau du secteur minier, le nombre de permis de recherche est passé de 120 à 189 en 2023, tandis que les permis d'exploitation et projets d'exploitation en cours sont passés de 9 à 28 sur la même période. Les investissements annuels privés ont été multipliés par 6 entre 2012 et 2023 pour s'établir à 386 milliards de francs CFA au titre de l'année 2023. Les recettes fiscales perçues par l'État, quant à elles, se sont chiffrées à 372 milliards de francs CFA en 2023, soit près de 20 fois leur niveau de 2012. À ces résultats financiers, il faut ajouter les nombreux emplois générés par l'activité minière et les investissements dans les infrastructures socio-économiques de base au bénéfice des populations riveraines des mines, mais bien au-delà. Concernant l'orpaillage et son encadrement, le code révisé offrira la possibilité de faire cohabiter les grands permis avec les autorisations artisanales d'exploitation minière. Il prévoit également la mise en place d'un comptoir national d'achat d'or et l'installation d'une unité d'affinage. Ces mesures devraient permettre de limiter la pratique de l'orpaillage illégal. Dans l'actualité politique ce soir, les femmes du RHDP se mobilisent pour le président de la République. Elles entendent lui rendre hommage pour toutes les actions en faveur de la promotion de la gente féminine. La cérémonie se tient le 22 juin au Parc des Sports de Trècheville, Érigoré. Présidents d'institutions, ministres, diplomates, leaders de femmes, fonctionnaires, agents du privé, femmes rurales, toutes mobilisées pour Alassane Ouattara. Les actions du président en faveur des femmes de Côte d'Ivoire sont saluées par toutes ces femmes de diverses couches sociales. La loi sur l'école obligatoire qui favorise la scolarisation de la jeune fille, la loi sur le foncier, la lutte efficace contre toute forme de violence à l'égard des femmes sont reconnues par la gente féminine. Ces braves dames vont dire merci au chef de l'État de la plus belle des façons. Quand il y a la paix dans un pays, il faut le reconnaître. Quand on avance bien, il faut le reconnaître. C'est pour cela que tout le monde prie pour les autorités. Quelles que soient les religions, vous verrez qu'on prie toujours pour les autorités. Parce que c'est Dieu qui établit l'autorité. Cette célébration sera spéciale avec une forte mobilisation des femmes, selon Kandia Camara, la présidente du Sénat. Le Premier ministre a annoncé, et je pense que les sœurs qui sont là peuvent le confirmer, il a dit que les femmes Adja et les femmes Atier du district autonome d'Abidjan seront toutes présentes à cette cérémonie. Nous voulons présenter un modèle de vie en Côte d'Ivoire. Nous voulons démontrer aux Ivoiriens que les femmes sont ensemble. Les femmes agissent ensemble. Que les femmes travaillent à consolider la paix. Parce qu'on a dit la paix, ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Et la paix se construit chaque jour par des actes, par des paroles, par des gestes. Et c'est ce que les femmes de Côte d'Ivoire veulent démontrer ce jour-là aussi. L'hommage des femmes au président de la République, Alassane Ouattara, est prévu pour ce 22 juin au Palais des Sports de Trècheville. Et toujours en politique, dans la localité de Madinani, les cadres veulent le redynamiser. Le RHDP, ils ont lancé la mobilisation pour une adhésion massive des populations aux idéaux du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les responsables locaux ont tenu des séances de réflexion, d'échange et de partage d'expériences. Souleymane Donisongou. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à l'assaut des villes de l'intérieur, notamment Madinani. Des rencontres avec les populations et les instances du parti pour sa redynamisation en vue de futures batailles électorales. Compte tenu de tout ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait pour toute la Côte d'Ivoire et a fait pour Madinani et continue de le faire, la population s'engage fermement à accompagner le président de la République pour un suivant mandat. Ces activités politiques se déroulent par la volonté de Siaka Fani, cadre du parti. Une activité dont le sens de l'initiative est salué par les militants. Vraiment, nous tous, on est sortis satisfaits. Ce que le président a fait et ce qui arrive encore, qu'on doit faire, on doit s'élever.
On doit combattre pour nous-mêmes, pour le RHDP. On a deux grands défis. C'est d'abord le militant qui est en train de battre son plein record actuellement. Et le deuxième défi, c'est le recensement sur la liste électorale des nouveaux majeurs. Donc il faut que la jeunesse s'implique massivement à cette opération, à ces deux opérations, pour que le défi du parti soit réalisé à Madinani. Mesurant les enjeux des futures batailles électorales, à savoir les présidentielles de 2025, Siaka Fani réaffirme son attachement aux idéaux du parti et exhorte les militants et sympathisants à un engagement sans faille. Le candidat désigné par le RHDP que nous souhaitons à Madinani, qu'il soit le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour continuer le développement dont bénéficie tout le pays et en particulier dont bénéficie Madinani. Mobilisation, bonne entente, cohésion sociale et vivre ensemble, tels sont les maîtres mots prononcés à l'endroit des populations de Madinani. La Côte d'Ivoire multiplie les initiatives dans le domaine de l'insertion professionnelle. Le pays vient de se doter d'un centre carrière. Il est basé à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce centre est une plateforme mise à disposition des étudiants, des diplômés et employeurs. Il a été inauguré par le ministre Mamadou Touré. Voici le reportage de Kader Sogodogo. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, avec à ses côtés l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, procède à l'inauguration du centre carrière de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro. Une plateforme digitale interactive qui offre une multitude de services pour les jeunes diplômés ou en formation. L'INPHB, qui a l'expertise en la matière, a été choisi pour mettre en œuvre le programme financé par la Chine à travers l'AFD et l'UNESCO. Toute cette communauté d'étudiants disposant donc d'un outil qui leur permettra d'avoir une orientation à la fois sur les choix à l'intérieur de l'école en fonction des besoins du marché, mais un centre carrière qui permettra également d'assurer la relation entre l'école et les entreprises. La création du centre carrière est un résultat concret de la mise en œuvre du projet en Côte d'Ivoire. Nous espérons que ce centre jouera efficacement un rôle positif dans l'emploi et le développement de la jeunesse ivoirienne. En ce qui concerne le projet de formation de 1000 jeunes, l'INPHB et l'agence Emploi Jeunes se tiennent ensemble pour satisfaire les besoins des entreprises. Plusieurs domaines ont été retenus, notamment les métiers du bâtiment et des travaux publics, des technologies de l'information et de la communication, le tertiaire, l'agriculture, etc. Coût de la formation, environ 900 millions de francs CFA. L'insertion professionnelle des jeunes, le gouvernement en fait une priorité. Je me réjouis de participer à cette activité qui voit la synergie gouvernementale. Ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'économie numérique, mais aussi qui célèbre donc l'excellent rapport que la Côte d'Ivoire a avec certains pays amis. Je voudrais ici donc saluer et remercier l'Agence française de développement. Remercier aussi la Chine qui donc dans le cadre de la coopération entre nos deux pays est d'une grande contribution dans la mise en place donc d'accompagnement pour notre pays et notamment sa contribution pour ce projet. À l'issue des formations, l'INPHB va délivrer un certificat de formation technique, CFT, la notoriété et le prestige de l'école avec. Et on reste à l'école. Les institutions de formation et d'éducation féminine sont en examen aujourd'hui et demain. Les épreuves ont été lancées dans la commune de Port-Bouët. Au total, il y a plus de 1600 candidats sur l'ensemble du territoire national. Amidia Rassoubar, Arnaud Koni, Arnaud Kofi. Elles sont 1635 auditrices des IFEF, Instituts de formation et d'éducation féminine repartis dans 24 centres sur l'ensemble du territoire national. Elles vont composer dans les disciplines telles que la pâtisserie, la couture et l'éducation à la vie. Après une année studieuse, l'heure est à l'évaluation. Je suis prête. Je suis contente de venir participer à l'examen de fin de formation des IFEF. Le directeur de cabinet représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est sur le terrain à l'IFEF de Port-Bouët. Il est venu s'assurer du bon déroulement des épreuves. Nous sommes ici sur instruction de Mme la ministre pour lancer
les examens de fin d'année dans nos institutions de formation et d'éducation féminine que nous appelons communément IFEF. Ces centres-là ont vocation de leur donner une formation qualifiante, une formation qui puisse leur permettre de s'installer après ou de s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Ces formations visent vraiment l'autonomisation de la femme. L'examen des IFEF se tient sur 2 jours. La proclamation des résultats est prévue pour le 9 juillet prochain. Des assises à la gendarmerie nationale, ce séminaire réflexion porte sur les actions opérationnelles. Les gendarmes ont fait le point des opérations de sécurisation du pays menées en 2023. Ils ont également défini les actions à venir. Le général de corps d'armée Apollo Touré exhorte à accomplir leur mission dans la discipline. Fred Oulaï, Léon Brou. Sous-officiers, officiers et officiers supérieurs de la gendarmerie nationale réunis en assises, la première de l'année 2024 pour évaluer les opérations menées en 2023 et définir le plan d'action 2024. Un séminaire piloté par le général de brigade Ali Badra Bassanté. Notre activité consistera en des travaux en commission et en plénière et sera meublée par des conférences et des partages d'expériences sur des thèmes d'intérêt, allant dans le sens du renforcement des capacités professionnelles du personnel de la gendarmerie nationale dans une dynamique de performance de notre présence et de notre action sur le terrain. Pour ouvrir les travaux, un panel d'échange animé par des personnalités civiles et militaires. Au menu, rapport population-gendarmerie, des relations jugées cordiales. Je demande à l'État de couvrir le pays en brigade de gendarmerie. On en manque énormément. Même chez moi, mon effectif n'est pas complet. Voilà. J'ai encore besoin de gendarmes, car à la frontière, ce n'est pas facile. Voilà. Nous sommes à 2 km du Ghana. J'avoue, il faut vraiment des éléments pour pouvoir sécuriser ma zone. Sur les moyens à la disposition de ces hommes, le général de corps d'armée Alexandre Apollo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, dit sa satisfaction et sa reconnaissance au président de la République. Il exhorte les gendarmes à plus d'engagement. Je vous demande, chers frères, officiers, subalternes, officiers supérieurs, d'être ces exemples-là qui donnent le courage, l'envie à celui qui veut même être gendarme, simplement lui donner envie de se jeter corps et âme dans notre institution. Dans notre recherche de culture du bon résultat, donc, nous sommes ici pour réfléchir sur les différents éléments afin de mieux faire. Et que ces résultats-là, nous soyons capables de travailler pour les mettre en pratique. Elle s'achève le 7 juin 2024. Les assises de la gendarmerie nationale vont déboucher sur des recommandations pour une planification efficace des opérations de sécurisation 2024. Et parlons maintenant de coopération. Robert Floyd, le secrétaire exécutif de la commission préparatoire de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, a rencontré les ministres Woutabuna Ouattara et Adama Diawara. Ils ont parlé du renforcement de la coopération sur ce dispositif. La Côte d'Ivoire soutient ce traité et reste engagée pour l'interdiction totale des explosions nucléaires. En religion maintenant, les derniers candidats du contingent étatique se sont envolés hier mercredi pour les accompagner. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire était à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le diplomate saoudien a aussi profité de l'occasion pour saluer la parfaite organisation du Hajj en Côte d'Ivoire. On le voit avec Koné Pagassoro, Demadongui, Inza Traoré. Terminal 2 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est un peu plus de 21h. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite appose lui-même, dans le passeport de ses candidats au Hajj, le tampon pour le départ en Terre Sainte, à l'occasion du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Cet acte du diplomate saoudien s'inscrit dans le cadre du projet 2 de Tariq Makka, ou la route de la Mecque. Venu de Paris, la Sénat s'est réjouie du geste de l'ambassadeur. Je suis très ravi parce que c'est spécial pour moi. C'est pourquoi j'ai fait une photo pour montrer à toute la famille que c'est l'ambassadeur qui a tamponné mon passeport pour la Mecque.
Saad bin Al-Khatami est venu encourager et féliciter, à la veille des 2 derniers départs, le personnel saoudien pour le travail abattu. Il a également apprécié la complicité exemplaire entre le personnel venu de l'Arabie saoudite et les responsables et membres du commissariat du Hajj. Les choses se sont déroulées comme nous avons planifié et mieux même. Nous sommes en train de suivre l'exécution de la route de la Mecque 24 heures sur 24 pour nous rassurer de la bonne marche. Et Dieu merci, les choses se fassent comme il se doit. Les futurs pèlerins ont eux aussi reçu les encouragements de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Saad bin Al-Khatami a saisi l'opportunité pour saluer les bonnes relations d'amitié et de coopération entre son pays, l'Arabie Saoudite, et la Côte d'Ivoire. Il a également exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes, à leur tête, le président de la République, Alassane Ouattara. Les relations entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire ont débuté depuis 1980. Et Dieu merci, ces relations se sont renforcées davantage, notamment après l'accession de monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Nous assistons au développement constant dans tous les niveaux. Et l'initiative de la route de la Mecque fait partie des fruits de cette coopération entre les deux pays. Ces rappeleurs des dieux, le cœur plein de joie, ont salué cette visite du diplomate saoudien avant de traduire toute leur reconnaissance au chef de l'État. C'est un honneur que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vienne s'enquérir de comment nous allons. Nous constatons qu'il y a une très bonne relation entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. C'est à saluer. Je suis très content. Et j'ai vu l'ambassadeur aussi, son travail qu'il a fait. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Vraiment, on les remercie beaucoup. Et on prie pour eux, on prie pour la nation, on prie pour le président Alassane Dramane Ouattara. Distribution de bouquets et de fleurs, séances photos, invocations. Des moments forts qui ont également marqué cette visite de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire au personnel saoudien ou aux candidats au Hajj du contingent étatique à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Dans le reste de l'actualité au Burundi, plus de 900 concubines chassées de leur ménage dans le nord du pays. Les autorités ont lancé une campagne de lutte contre le concubinage considéré comme un péché qui empêche le pays de se développer. Une mesure diversement suivie dans de nombreuses provinces. Le gouverneur de Ngozi insiste, tous les concubins qui seront découverts à partir de maintenant seront considérés comme des criminels. Les Pays-Bas ouvrent le bal des élections européennes. Ils ont voté ce jeudi 6 juin pour élire leurs eurodéputés. 21 des 27 États membres votent le dimanche 9 juin. Certains ont choisi d'autres dates. L'Irlande, c'est demain vendredi. Les Italiens auront 2 jours pour se prononcer, samedi et dimanche. En l'espace de 4 jours, plus de 370 millions d'électeurs sont appelés à choisir leur futur représentant, 720 pour 5 ans, au Parlement européen de Strasbourg. Et on termine avec ce soulagement pour les populations du littoral qui étaient menacées par l'érosion côtière. Dans 11 mois, ce sera un lointain souvenir. Le Premier ministre Robert Begué-Bombé a procédé au lancement des travaux à Grand Laou, un ouvrage contre l'ensablement et l'avancée de la mer, un chantier financé par la Banque mondiale, environ une trentaine de milliards de francs CFA. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h ce soir. Le sage nous apprend qu'un chemin sûr n'est jamais trop long. Dieu le voulant, on se retrouve demain.